Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement des dispositions pénales au Gabon. Le nouveau code pénal sanctionne désormais le recours à la menace d'atteinte physique, un moyen d'inciter les populations à une meilleure maîtrise de soi. Le Gabon fait du dispositif sécuritaire en Centrafrique l'une de ses priorités. Le gouvernement gabonais entend consolider les capacités militaires de son bataillon en Centrafrique, une position stratégique pour parvenir à une paix durable dans ce pays. Et les petites et moyennes entreprises ivoiriennes seront soutenues dans le développement de leurs activités commerciales. Une enveloppe de 10 millions de dollars vient d'être octroyée par la Banque islamique de développement. Mais tout d'abord, au Kenya, des affrontements ont eu lieu ce mercredi 7 juillet entre les forces de l'ordre et des dizaines de manifestants dans les rues de Nairobi. Des dizaines de personnes ont battu le pavé pour réclamer de meilleures conditions de vie et un assouplissement des mesures de restriction imposées par la pandémie de Covid-19. Face aux manifestants en colère, la police a tiré en l'air pour disperser la foule, en invoquant l'interdiction des rassemblements publics toujours en vigueur au Kenya, et plusieurs personnes ont été arrêtées. C'est un dispositif particulièrement répressif au Gabon. Le nouveau code pénal punit désormais le recours à la menace d'atteinte physique comme les menaces de mort. Les nouvelles dispositions prévoient une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans de prison assortie d'une amende d'1 million de francs CFA. Le but, inciter les populations à prendre le temps de la réflexion avant de s'exprimer. Un sujet de Marie-Colette Babasagana. Le nouveau code pénal gabonais est particulièrement répressif à l'encontre des personnes qui se sont volontairement ou non rendues hors la loi. C'est notamment le cas de celles qui profèrent des menaces de mort par image, symbole ou encore tout autre moyen de pression. De l'avis de certains observateurs, ce renforcement des dispositions pénales devrait interpeller en premier chef les syndicalistes et autres individus qui ont pris pour habitude d'illustrer leur mécontentement avec des symboles funéraires sur lesquels sont affichées les photos de certaines personnalités. La vocation des dispositions pénales, c'est bien de pouvoir réprimer, sinon de pouvoir apporter une sorte de, de frein, n'est-ce pas, à tous ceux qui voudront, s'aventurer à professer des menaces et qui créeront, en fait, à l'endroit des personnes qui reçoivent ces menaces, une sorte d'insécurité. L'article 241 du nouveau code pénal dispose que l'auteur de la menace verbale de mort faite avec ordre ou sous caution est puni d'un emprisonnement allant de 2 ans au plus et d'une amende de 1 milliard de francs CFA au plus. Une peine qui, de l'avis de certains analystes, devrait inciter les populations gabonaises à plus de réflexion avant une quelconque prise de parole pouvant être perçue comme étant une menace d'atteinte physique. J'aimerais d'abord préciser que les modifications du code pénal suivent celles du code civil, parce qu'il y a eu ces 2 lois majeures qui ont été analysées par le Parlement et nous avons apporté un certain nombre de modifications visant à protéger les personnes vulnérables, notamment les femmes. C'est dans cette optique que le code pénal a aussi été révisé et a puni un certain nombre d'infractions, notamment celles commises par les conjoints, les concubins, toutes sortes, on va dire, toutes sortes d'atteintes à la vie, voilà, et à l'intégrité de la femme. Précisons que, même en cas de non-commission d'acte, l'auteur de menaces pourrait être poursuivi sur la base de ses propos proférés en public ou consignés dans un message via téléphone. Nul n'étant censé ignorer la loi, l'appel à la maîtrise de soi est d'emblée une voie de sagesse à emprunter pour avoir une meilleure maîtrise des états de colère.
Également dans l'actualité, le royaume de l'Eswatini, ex-Swaziland, reste sous tension. 27 personnes ont été tuées, selon les autorités, dans des affrontements au cours des récentes manifestations qui ont secoué le pays ces dernières semaines. Des manifestations notamment portées par la jeunesse pour réclamer l'instauration de la démocratie dans la dernière monarchie absolue d'Afrique, où les partis politiques restent interdits. C'était une prise de parole attendue. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire est sortie du silence. Simone Gbagbo s'est exprimée le 6 juillet dans une vidéo d'un peu plus de 6 minutes mise en ligne sur les réseaux sociaux. Elle s'est exprimée sur le retour de son époux en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier. Un retour qu'elle a salué. Simone Gbagbo a également plaidé pour la poursuite des actes forts d'apaisement et de réconciliation. En revanche, elle n'a pas évoqué la procédure de divorce lancée par Laurent Gbagbo, ni la remise en question de son statut de première vice-présidente du FPI qu'elle a fondé avec son mari il y a 39 ans. Écoutons un extrait de son allocution. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, de voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ces actes forts d'apaisement et de réconciliation que tout le peuple de Côte d'Ivoire attend. Notamment, faire revenir au pays Charles Blé Goudé et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil. Libérer les prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale. Il continue de purger de lourdes peines. Libérer les nombreux prisonniers de la dernière crise politique dite du troisième mandat. Au-delà de l'affection, de l'amitié, de l'amour et même de l'attachement que tous nous portons à la personne du président Laurent Gbagbo, nous ne devons jamais oublier que la grande aspiration du peuple, c'est de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, sortir définitivement de ses contradictions internes, de ses difficultés et de ses limitations. Ce peuple rêve d'une nation véritablement réconciliée. Le Gabon réaffirme son soutien à la Centrafrique. Le gouvernement gabonais entend renforcer les capacités militaires de son bataillon par l'acheminement de matériel et d'équipement. Une position stratégique pour assurer le processus de transition sécuritaire dans ce pays d'Afrique centrale qui subit l'influence des groupes armés. Les précisions de Joël Ballot. Au vu de la dégradation du service sécuritaire en Centrafrique, le gouvernement gabonais entend renforcer les capacités militaires de son bataillon. Cette opération consiste à l'envoi d'un convoi logistique militaire qui a pour mission d'acheminer du matériel lourd et des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des troupes gabonaises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité de la paix en Centrafrique. La République centrafricaine est à la croisée des chemins au plan sécuritaire, avec une forte présence de plusieurs forces armées issues de différents pays. C'est donc important aujourd'hui que le Gabon puisse renforcer aujourd'hui sa présence militaire en Centrafrique, d'autant plus que ce pays reste l'une des victimes collatérales en cas de déflagration de la situation sécuritaire en Centrafrique. Composée de 72 militaires et de 42 véhicules, cette opération militaire n'est pas sans risque. Entre la dégradation de la route et de possibles embuscades, les forces de défense du Cameroun ont promis mettre à la disposition du Gabon une escorte motocycliste et une unité de protection de la brigade d'intervention rapide. Un accompagnement qui sera effectif sur 797 km représentant la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Ce n'est un secret pour personne. La République centrafricaine est un théâtre d'opérations hostiles où pullulent des groupes armés qu'ils ont installés en véritables bastions et ce convoi pourrait susciter bien de convoitises.
Cette position stratégique du Gabon en Centrafrique est aussi la résultante du retour du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que représentant non permanent du continent africain. Une place qui va permettre au gouvernement gabonais de fournir en continu des efforts afin de parvenir à une paix durable en Centrafrique. 10 millions de dollars, c'est le montant du fonds d'accompagnement que vont percevoir les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire pour le développement de leurs activités commerciales, notamment dans les secteurs alimentaires et pétroliers. Un financement octroyé par la Banque islamique de développement via un accord avec la Bridge Bank Group Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Joël Ballot. L'écosystème d'accompagnement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire se met progressivement en place. Pour ce faire, 10 millions de dollars de la Banque islamique de développement ont été injectés à la Bridge Bank Group Côte d'Ivoire. Ce financement, destiné aux PME locales, vise en particulier les entreprises importatrices opérant dans le domaine du pétrole, de l'agroalimentaire et de la construction. La Société internationale islamique de financement du commerce s'est engagée à soutenir le secteur privé et les PME dans tous nos États membres. Il s'agit non seulement d'aider leur économie à mieux se remettre des défis créés par la pandémie du Covid-19, mais aussi de stimuler leur croissance et de permettre la création d'emplois durables. Dans le cadre de cette stratégie globale du soutien aux PME et au secteur privé en Côte d'Ivoire, ce fonds d'accompagnement permettra à la Bridge Bank d'élargir l'offre de financement à ses clients. De plus, le fonds en question apporte un financement adapté non seulement à la taille de l'entreprise, mais aussi à son activité. Les PME ivoiriennes doivent être naturellement diversifiées, mais en plus, elles ont besoin d'appui stratégique dans le repérage des débouchés commerciaux. Ce processus va permettre aux entrepreneurs de la zone UEMOA non seulement de renforcer la viabilité de leurs entreprises, mais aussi de bénéficier des formations de développement des capacités. Le Cameroun accueillera le FIBA Women's Afrobasket 2021. Cette compétition féminine continentale se tiendra du 17 au 26 septembre au Palais des Sports de Yaoundé. Mais avant cela, ce sont les phases éliminatoires de la zone 5 qui vont se jouer. Elles auront lieu au Rwanda du 12 au 17 juillet à Kigali. Notre journaliste sportif, José Douglas, nous en parle. Le Rwanda sera l'hôte des éliminatoires zone 5 du FIBA Women's Afrobasket 2021 du lundi 12 au samedi 17 juillet à la Kigali Arena. 5 nations, le Rwanda, l'Égypte, le Kenya, le Soudan du Sud et l'Ouganda, ont déjà confirmé leur participation à la compétition. Le président de la Fédération rwandaise de basket, Ferwaba Désiré Mogwiza, a déclaré organiser ce tournoi a beaucoup de signification pour le Rwanda, qui n'a de cesse de s'efforcer de relancer le basket féminin au niveau régional et continental. Le vainqueur de ce tournoi se qualifiera pour la FIBA Women's Afrobasket 2021, programmé, lui, du 17 au 26 septembre au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Le Cameroun qui va tout faire pour remporter ce trophée avec son entraîneur adjoint qui possède de multiples cartes. Il y a la saison de championnat de France. Elle commence en septembre, en octobre et se termine en juin. Et après, j'ai la possibilité d'enchaîner avec le staff de l'équipe nationale du Cameroun. 27e édition de cette année du FIBA Women's Afrobasket. Le Cap-Vert est parvenu à réaliser son rêve de retour à la compétition continentale majeure. Et à noter que le Cameroun sera l'équipe à battre car il dispose aussi d'un gros potentiel de joueurs, tant chez les femmes que chez les hommes, malgré l'absence des filles pour Tokyo. Le Cameroun a la chance dans beaucoup de sports d'avoir des joueurs, des joueuses et des joueurs de qualité. Et c'est vraiment une chance pour nous d'avoir un vivier de joueurs et de pouvoir après les réunir, quoi. Les qualifications pour le Cameroun, ça sera pas possible pour les JO de Tokyo, mais on travaille sur la Coupe du Monde de 2022 dont les qualifications se feront avec la prochaine CAN. Le tout premier FIBA Women's Afrobasket avait eu lieu en 1966 en Guinée et il avait été remporté par l'Égypte. Le Sénégal compte 12 titres continentaux en 26 éditions. Le Nigeria occupe la seconde place du palmarès avec 4 titres.
dont le dernier décroché en 2019. La République démocratique du Congo, anciennement Zaïre, en a gagné 3, tandis que l'Angola et l'Égypte ont été sacrés à 2 reprises. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.